Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience, avec 300 collaborateurs passionnés, assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère qu'on m'entend et qu'on me voit correctement. Il y a eu un petit bug sur la fin de la vidéo, mais c'est pas très grave. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire organisé par Access, que j'ai la chance de pouvoir co-animer avec les équipes de Vim. Donc durant la demi-heure qui suit, on va tenter de répondre, de vous donner en tout cas les clés pour répondre au mieux aux nouvelles obligations réglementaires. Et avant de commencer, je voulais faire un petit point pratique côté outils. Donc, vous disposez aujourd'hui d'une interface qui vous permet d'échanger entre vous avec une partie chat. Et si vous avez également des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet dédié à cela. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre en fin de webinaire. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Michael Tracol. Je suis ingénieur avant-vente Cloud Computing au sein d'Access depuis maintenant une quinzaine d'années. J'accompagne en fait nos clients, nos partenaires sur tous les aspects hébergement et cybersécurité. Bonjour à tous, donc moi je suis Camille Goutani, je suis partenaire au compte manager au sein de Vim et je suis en charge des partenaires Cloud Provider et je gère la relation commerciale notamment avec Access. Bonjour, je m'appelle Laurent Nguyen, Cloud System Engineer, donc j'accompagne Camille sur la partie technique, et je en charge Access au sein de Vim et je les aide à construire leurs offres autour de nos solutions. Alors, je vais vous présenter le déroulé de la présentation. Donc, ce qu'on va vous présenter dans une première partie, c'est quelques rappels sur la nouvelle directive NIS 2. Donc, on n'a pas vocation à être des spécialistes, mais en tout cas, par rapport à la présentation que va vous faire Laurent, c'est important de vous rappeler les grands principes de NIS 2. Dans une deuxième partie, on va vous apporter quelques éléments sur la protection des données. Donc, chez Vim, on parle de cyber-résilience. Et la troisième partie, on va mettre en corrélation effectivement les fonctionnalités de Vim qui peuvent vous aider à répondre à certaines exigences de cette nouvelle directive NIS 2. Donc on aura aussi quelques minutes en fin de session pour prendre quelques questions. Donc un focus rapide sur la directive NIS 2, comme je l'ai dit, ce sont quelques rappels pour introduire le sujet. Donc NIS 2, c'est une directive européenne qui vise à améliorer et renforcer la cybersécurité. Le nouvel élément qui apparaît dans cette directive, c'est l'obligation de signaler les incidents sur les infrastructures critiques.
Donc NIS 2, sa mise en application, c'est le 18 octobre 2024, donc ça arrive bientôt. La précédente directive date de 2022 et c'est une directive qui couvre tous les pays de l'Union européenne. Alors NIS 2 est important, pourquoi parce que déjà le monde numérique évolue rapidement, on le verra tout à l'heure notamment sur la génération de données au sein des entreprises. Les cyberattaquants deviennent de plus en plus créatifs et avec des attaques qui sont plus fréquentes, plus sophistiquées. On parle notamment aujourd'hui d'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui les cyberattaquants sont capables d'utiliser l'IA pour être encore plus efficaces dans leurs attaques. Et le troisième élément, c'est que nous sommes tous concernés, que ce soit les entreprises, les organisations gouvernementales, et même nous en tant que citoyens quand on utilise des services numériques. Alors les entités qui sont concernées, on a les entités importantes et les entités essentielles. Donc les entités importantes, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Les entités essentielles, on va retrouver notamment un certain nombre d'organisations gouvernementales, parapubliques, publiques, qui sont constituées d'au moins 50 salariés. Donc ce qu'il faut garder en tête par rapport à ça, c'est que effectivement, on a un nombre d'entreprises plus important qui sont éligibles à NIS 2 par rapport à la précédente directive. Alors, les grands principes de NIS 2, c'est l'élargissement du champ d'application, je viens de le dire, plus d'entreprises concernées. Deuxième élément, c'est l'obligation de signaler les incidents lorsque on est confronté à une cyberattaque. On verra tout à l'heure, notamment avec Laurent, que Vim est capable d'apporter un certain nombre de solutions par rapport à cette nouvelle obligation de signaler les incidents. Et puis le renforcement des mesures de sécurité, bien entendu, on l'a dit, les données vont croître très rapidement, on a de plus en plus de services numériques, donc il faut continuer à se protéger, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous? Ces nouvelles obligations de sécurité, ça nécessite effectivement de continuer à faire des investissements sur des technologies pour vous protéger. La nécessité de fournir des rapports d'incidents, donc là, même chose, il va falloir effectivement mettre en place un certain nombre d'outils qui vont vous donner la visibilité sur ce qui s'est passé en cas d'attaque. Et puis le dernier élément qui est important, c'est que vous êtes confronté, si je peux utiliser ce terme-là, en tout cas, vous pouvez être sanctionné en cas de non-conformité. Donc ce point-là est important et c'est nouveau dans le cadre de la directive NIS 2. Pour les citoyens, qu'est-ce que ça change? Des services numériques plus sûrs, bien entendu, et une meilleure protection des données personnelles. On y est confronté effectivement tous les jours dans notre quotidien sur cette notion de protection des données personnelles. Alors là, je vais vous partager quelques éléments sur la protection des données. Et ça va mettre en perspective effectivement le contexte actuel et la difficulté pour les entreprises de se protéger correctement. Alors, les données dans les entreprises sont vitales et surtout, ce qui est notable, c'est que on a une croissance exponentielle des données. 90% des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. Donc, ça complexifie forcément au sein des entreprises la notion de sécurité et la capacité à bien se protéger. Autre chiffre important, c'est qu'aujourd'hui, on a 43% des données dans une entreprise qui ne pourront pas être restaurées en cas d'attaque. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est complexe, et on est là pour vous accompagner justement sur cette notion de protection des données. Alors, les stratégies traditionnelles de sauvegarde aujourd'hui ne sont plus suffisantes. Il faut savoir que les cybercriminels aujourd'hui ciblent en priorité les données de sauvegarde. Pourquoi ils ciblent les données de sauvegarde? Ça leur permet d'avoir un poids plus important en cas d'attaque, puisqu'un client qui a des données de sauvegarde corrompues ne pourra pas restaurer des données et sera beaucoup plus à même, entre guillemets, de payer une rançon. Donc la mission chez Vim, c'est de vous donner la capacité à restaurer rapidement et surtout des données saines. Et surtout, cette approche de cyber-résilience aujourd'hui n'est pas seulement qu'un sujet technologique.
On l'a vu tout à l'heure, c'est important de renforcer les mesures de sécurité, de déployer effectivement tous les outils traditionnels pour protéger votre système d'information, protéger vos données. Mais on sait qu'aujourd'hui, une approche globale est nécessaire. Donc à la fois la technologie, l'alignement des processus au sein d'une entreprise et l'alignement des personnes. Souvent, on a des équipes qui vont gérer les infrastructures, on a des équipes sécurité, il faut que tout le monde soit aligné autour de cette approche globale visant à améliorer la sécurité. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit rappel sur NIS 2, un petit focus sur ce que nous, on voit côté Vim en termes de protection des données. Et je vais laisser la main à Laurent, qui va pouvoir mettre effectivement en corrélation un certain nombre de fonctionnalités, d'outils qui sont disponibles chez Vim pour répondre à ces exigences, à ces nouvelles exigences NIS 2. Merci Camille. Alors, une des vraies questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on va faire et comment on va vous aider pour vous y conformer dans un mode qui va être optimisé le plus rapidement possible. Et donc, la question, c'est comment on va le faire et comment on va vous accompagner dans ces démarches. Donc, tout simplement en y mettant des exigences, et on va commencer tout simplement par la première. Et la première nous dit qu'il faut mettre en place des mesures de protection de données. Donc, comme l'a dit Camille, les cyberattaquants sont de plus en plus intelligents et ils mettent le paquet et ils mettent tous les moyens pour acheter des outils hyper performants pour pouvoir tout simplement attaquer vos sauvegardes, tout simplement pour se garantir d'avoir la rançon et pour que vous évitez d'avoir la possibilité de restaurer. Donc, il faut avant, à l'époque, on disait que la sauvegarde était le dernier maillon du SI, et là c'est pas vrai parce que c'est quand même le dernier rempart qui vous permet de pouvoir restaurer vos données pour qu'elles soient saines. Donc, au travers de nos outils, on va permettre à nos utilisateurs leur donner la capacité de déterminer, de catégoriser leurs données, bien évidemment d'identifier en amont et de catégoriser les ransomware, de pouvoir les classer par famille. On va leur donner la possibilité de se protéger, de protéger l'infrastructure de sauvegarde, donc les repositories, donc les espaces de stockage où résident vos données sauvegardées. La possibilité de détecter, donc comme je l'ai dit en amont, donc d'identifier, de catégoriser, mais détecter également au travers de nos outils les logiciels malveillants, les ransomware et ce genre de choses qui peuvent résider dans vos datas. Lors d'un backup, on est en capacité de pouvoir vous aider à analyser et de pouvoir ressortir en fait le ransomware qui y réside. La possibilité d'y répondre, donc de fournir des renseignements précieux et des analyses auprès du forensique et de pouvoir mettre en avant de pouvoir mettre en avant les renseignements précieux pour qu'ils puissent avoir une analyse rapide. Et bien évidemment, on sait sauvegarder, mais il faut qu'on sache restaurer aussi rapidement au travers de nos mécanismes, sans risque et sans réinfection. Avant de commencer de rentrer un peu dans le détail de nos mécanismes, je voudrais vous rappeler la fameuse règle d'or, une règle qui est mise beaucoup en avant chez Vim, c'est la règle du 3-2-1. Je vous expliquerai après le 1 et le 0 qui ont été rajoutés après. La règle du 3-2-1, c'est tout simplement d'avoir 3 copies différentes, donc 2 copies de sauvegarde, une copie de production. Les 2 copies de sauvegarde vont être mises sur des supports différents et une copie hors site. Et cette copie hors site peut être externalisée sur un data center Access parce qu'il propose au travers de nos outils des cloud repositories permettant à nos clients d'externaliser ou à leurs clients d'externaliser sur un repository immuable ou alors warm. Le 1, c'est la copie hors ligne. La copie hors ligne, on sait tout simplement que la seule copie qui peut être hors ligne, c'est la bande. Donc, elle n'est pas archaïque, elle l'était. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus.
Et Access est en capacité de pouvoir proposer de la bande, d'externaliser vos données sur de la bande. On a aussi la possibilité d'avoir quelque chose d'inaltérable et on va parler d'immuabilité. Et ça sera le sujet de ma prochaine slide. Ensuite, le 0 nous permet tout simplement de restaurer. Donc, on sait tous restaurer et c'est le principe de la sauvegarde de la restauration. Mais restaurer dans un environnement isolé permettant de rejouer la sauvegarde avec zéro erreur. Donc, tout cela au travers de nos mécanismes de scan et nous permettant d'avoir une sauvegarde saine. La partie immuabilité, j'en ai parlé, c'est tout simplement une fonctionnalité qui est sortie il y a 2 ans aujourd'hui, permettant aux sauvegardes d'être étanches, d'être donc uniquement en lecture seule et de pouvoir être restaurées dans un environnement de production ou de test ou de QA. Le ForEyes, c'est l'équivalent donc des doubles clés pour pouvoir lancer un missile. Et donc là, l'idée ici, c'est d'avoir une seconde approbation, un second approval d'un second admin, permettant en fait d'analyser et de vérifier si les actions du premier admin sont correctes ou pas. Si je prends l'exemple de si l'admin décide de supprimer un repository, alors le second admin peut avoir cette vision et peut valider ou pas sa manipulation. Le MFA, c'est la double authentification, donc possibilité d'avoir la double authentification sur la console de backup, permettant en fait d'éviter les cyberattaques de s'introduire sur la console. La deuxième exigence, c'est la mise en place de plans de PRA et de PCA après un sinistre. Et on va le faire tout simplement au travers de nos mécanismes, les mécanismes de restauration rapide. Donc on appelle ça l'instant VM recovery. L'instant VM recovery, c'est la possibilité de restaurer dans un environnement identique à la production pour X raisons, des tests de montée de charge, des tests d'update et ce genre de choses. Donc, on a cette possibilité de rejouer le backup à l'identique d'une production dans un environnement isolé. Alors, cette fonctionnalité permet également de faire de la migration. C'est pas un outil de migration, mais nous permet de faire de la migration, permet à nos utilisateurs de faire de la migration d'un hyperviseur vers un autre. Donc, je prends l'exemple Hyper-V vers VMware, VMware vers Proxmox, nouveauté chez nous. La possibilité également de pouvoir faire des snapshots de stockage, de baies de stockage, pour être beaucoup plus rapide en termes de RPO, RTO. La possibilité également d'utiliser le cloud public, GCP, Azure ou AWS, de pouvoir faire du DR directement dans le cloud. La troisième exigence, l'obligation de signaler les incidents importants dans les 24 heures. Et comment on va vous aider à le faire? En utilisant nos nouveaux mécanismes qui ont été intégrés sur la dernière version. C'est le Inline Malware Detection, c'est de pouvoir lancer un script Yara qui permet en fait de détecter à la volée s'il y a un ransomware dormant, ou alors d'utiliser notre mécanisme interne qui a été développé en interne chez nous, permettant en fait d'analyser les backups et de vous alerter en temps réel sur la résidence d'un logiciel malveillant ou un ransomware dormant. La partie offline malware, donc j'en ai parlé juste avant, donc ce sont des choses qui peuvent être on demand, donc on peut utiliser le backup qui a déjà été réalisé. Si jamais on n'a pas utilisé le inline, on peut utiliser le offline. Donc une fois que le backup a été réalisé, on a des outils d'antivirus ou des outils qui s'appellent Yara, un module open source qui permet en fait d'analyser vos backups et de vous alerter sur une possibilité de ransomware dormant. La partie SIEM, donc on permet à nos partenaires Splunk ou bien d'autres, Palo Alto ou d'autres encore, d'utiliser, de consommer nos API, de pouvoir en fait analyser en temps réel les backups
qui ont été réalisés, de nous alerter et de pouvoir lancer ensuite un backup immédiat en cas d'alerte. La dernière exigence, c'est la documentation et le reporting pour les mesures de sécurité à mettre en place. Au travers de notre console, on a intégré ce qu'on appelle un Best Practice Analyzer qui va vous permettre en fait d'analyser en temps réel votre plateforme de backup, à savoir si elle est compliance en termes de sécurité. Donc, si vous avez mis en place le MFA, l'autolog-off ou alors l'immuabilité comme on en a parlé auparavant, sont des choses qui sont analysées en temps réel et vous permet d'avoir un scoring de sécurité et voir si vous êtes proche des 100% ou pas. Et auquel cas, ensuite, vous pouvez corriger le problème. La partie Threat Center, donc bien évidemment qui s'appuie sur un outil qui nous appartient, qui s'appelle VIM-1, sur de la supervision et du reporting, vous permettant d'analyser en temps réel, d'avoir un affichage beaucoup plus sexy, à savoir sur le scoring de sécurité, comme j'en ai parlé auparavant, et les ransomware, les potentiels ransomware qu'il peut y avoir sur vos plateformes dans vos différents data centers. Les rapports qui sont générés directement au travers de VIM-1, des rapports sur la protection de vos VM, à savoir si quels sont les workloads qui sont protégés, quels sont les workloads qui ne sont pas protégés, sur la partie NAS file share également, sur la partie object storage, sur la partie cloud public aussi. Donc on est en capacité de pouvoir vous fournir de manière automatique et de manière simple des rapports pour que vous puissiez réagir rapidement sur les backups qui n'ont pas été réalisés. Hop. Donc, si Camille, tu veux conclure sur cette partie. Voilà, en somme, on est arrivé sur la fin de la partie présentation quasiment. Et voilà, vous rappelez un petit peu l'objectif qui est vraiment de travailler et de favoriser la partie résilience des données. Camille, je ne sais pas si tu peux compléter un petit peu. Oui. Donc la mission de VIM, c'est d'assurer le maintien de l'activité de chaque entreprise. Donc on a vu dans la première partie qu'il y a ces nouvelles exigences vis-à-vis de cette directive NIS 2. En deuxième partie, on a vu que les entreprises sont de plus en plus exposées avec cette croissance exponentielle des données, avec les cybercriminels qui sont capables aujourd'hui d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour être encore plus efficace. Et du coup, là c'est la proposition de valeur que VIM, en tout cas, c'est comment VIM peut vous accompagner, en tout cas, sur certaines exigences de cette directive NIS 2 et donc les fonctionnalités qui ont été présentées par Laurent. Et vous avez vu que finalement, le point de signaler et en tout cas être capable de documenter ce qui s'est passé au sein de votre SI devient un point important. Et grâce notamment à un certain nombre d'outils qui sont disponibles dans notre suite Vim Data Platform, vous avez effectivement la capacité, en tout cas, à reporter les incidents que vous êtes à même de subir par rapport à ce contexte cyber qui est particulièrement, je dirais, les cybercriminels sont particulièrement actifs, on va dire, en ce moment et depuis pas mal de temps. Donc voilà, donc l'enjeu c'était vraiment on n'a pas vocation et on n'a pas en tout cas, comment dire, la promesse de dire qu'on est capable de répondre à toutes les exigences, mais en tout cas on fait partie de l'équation et on peut vous accompagner sur certaines exigences de cette nouvelle directive. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une partie qu'on voyait moins, cette partie reporting, et qu'on voit de plus en plus, et c'est bien de pouvoir y répondre avec des solutions complètes comme celle-ci, effectivement. On va passer maintenant aux questions. Alors, n'hésitez pas, vous avez voilà une partie questions sur laquelle vous pouvez y aller. N'hésitez pas à nous mettre en difficulté. En tout cas, on va essayer de répondre au maximum. Je vois qu'il y a eu peut-être une question dans le privé de Mathias. Quelle solution de sauvegarde externalisée pour respecter la règle des 3-2-1 ? Donc, on en a parlé un petit peu rapidement là, tout à l'heure. Laurent a fait un point là-dessus. Mais par exemple, nous, chez Access, pour la règle des 3-2-1, effectivement, déjà pour la partie sauvegarde, il faut avoir un environnement, un logiciel ou quelque chose qui vous permet de le faire. Donc, nous, on travaille avec Vim. Et après, on va parler des supports et du reste. Donc, le 3, effectivement, c'est plutôt du paramétrage. C'est-à-dire combien de sauvegardes on veut.
Donc là, on est plutôt sur du paramétrage logiciel. Et ensuite, voilà, pour la partie repository, là, on va travailler en local, hein, donc ça va dépendre un petit peu de vos besoins. On va pouvoir travailler sur du NAS, sur du disque, sur de la bande. Donc voilà, ça, c'est un petit peu à étudier en amont avec vous parce que toutes les solutions sont possibles. Et après, c'est pareil pour l'externalisation. Aujourd'hui, nous, on a principalement 2 externalisations différentes à prévoir et à mettre en place avec nos clients. C'est soit vous disposez déjà, vous, de 2 sites physiquement détachés et vous souhaitez garder vos données au sein de votre entreprise, auquel cas on va mettre une externalisation d'un de vos sites, par exemple le site principal où vous avez vos serveurs, vers un site distant. Et la deuxième solution, c'est bien sûr de pouvoir l'externaliser en data center pour plus que vous ayez à vous occuper, si vous voulez, de la partie où sont mes données, ou est-ce que le matériel qui les garde est bien en état de fonction. Donc nous, on vous propose vraiment un service complètement managé où on assure effectivement le monitoring, le fait que ça se passe bien, le fait qu'elle soit bien backupée, et comme disait Camille tout à l'heure, le fait qu'on puisse effectivement les restaurer également. Donc là, on parle d'externalisation vers un data center, et donc les data centers chez Access sont uniquement en France, donc on est sur des clouds privés, souverains, donc vos données restent sur le territoire français. Voilà. Ouais, pardon, excuse-moi, Michael. Vas-y. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, hein, le contexte cyber. Aujourd'hui, je pense que il est indispensable effectivement d'avoir une copie de ces données de sauvegarde chez un fournisseur de services. On l'a vu, les cybercriminels ciblent aujourd'hui majoritairement les données de sauvegarde. Donc, cette fameuse règle du 3-2-1 avec le 1 qui est de plus en plus important, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque, vous avez des données saines qui sont à l'extérieur chez un fournisseur de services, un spécialiste de la sécurité, et vous allez pouvoir restaurer à partir de ces données. Et ça me paraît très important, parce qu'effectivement, vous allez mettre en place un certain nombre d'outils de sécurité en amont, mais il suffit d'une seule faille finalement pour que votre système d'information et que vos données soient corrompues. Donc cette fameuse règle du 3-2-1 est très importante, et le 1, aujourd'hui, je pense que ça devient pratiquement obligatoire d'avoir cette fameuse copie de sauvegarde chez un fournisseur de services. Tout à fait. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors on va juste enchaîner un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais voilà, on est en semaine marathon cyber chez Access et on a de nombreux webinars qui sont encore disponibles, dont vous pouvez vous inscrire. Vous avez un petit lien là qui vous permet de vous inscrire en cliquant sur programmer inscription. Vous l'avez aussi dans la partie lien. N'hésitez pas à vous inscrire, même si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément disponible pour les webinars à venir, demain ou après-demain. Si vous vous inscrivez, vous allez automatiquement recevoir le replay derrière, ce qui vous permettra de vous informer un peu plus tard quand vous aurez le temps. Donc n'hésitez pas à aller voir mes collègues sur d'autres sujets sur la partie cyber également. Et je pense qu'il est temps pour moi de vous remercier et de vous dire, de vous souhaiter une bonne journée. Merci à Camille et à Laurent pour votre présence. Merci à tous. Merci à tous. Et merci à toutes. Passez une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.